contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 5 romans à vous présenter, il y a un peu de tout, il y a des services presse pour lesquels je suis un petit peu en retard. Il y a une relique de ma palle et il y a 2 livres de la rentrée littéraire. Tout d'abord, je vous dirai ce que j'ai pensé de Tout est beau et lumineux de Anne Barras Salam. Puis je vous donnerai mon avis sur Le Ver à soie de Robert Galbraith. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Un point d'interrogation est un demi-cœur de Sophia Lundberg. Puis je vous parlerai de La douceur de nos champs de bataille de Yi-Yoon Lee. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Joli joli monstre de Julien Dufresne-Lamy. On commence tout de suite avec Tout est beau et lumineux de Anne Barras Salam que j'ai lu tout début août et que j'avais reçu de la part des éditions Calman Levy. J'ai fait pas mal de lectures entre temps, donc je vous avoue que c'est plus super frais dans ma tête, mais je vais essayer de vous en parler au mieux. Pour vous résumer l'histoire, on se situe dans les années 50 avec un couple, Max et Béatrice, qui se rendent sur une île du Pacifique en tant que missionnaires, donc ils sont là pour évangéliser les populations indigènes, les populations locales. Ce couple va se rendre sur cette île, et les choses vont pas se passer comme elles devraient se passer, notamment par le fait que c'est très difficile de s'intégrer à la population locale, parce qu'ils sont pas très bien acceptés, également parce que la nature se révèle assez hostile, et aussi parce qu'il y a une personne qui va venir peser dans leur quotidien, qui va pas du tout rendre leur quotidien facile et agréable, mais je ne vous en dis pas plus. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était très original. J'avais jamais rien lu sur ce sujet-là. En plus, quand je l'ai lu, je revenais d'Amazonie, donc j'arrivais assez bien à m'imaginer le décor, j'arrivais assez bien à m'imaginer l'ambiance dans laquelle va nous plonger ce roman. En plus, on est vraiment dans une atmosphère hyper oppressante. C'est une atmosphère vraiment pas agréable. Donc le roman s'appelle Tout est beau et lumineux, mais en fait ce que vous trouvez à l'intérieur c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que c'est un roman très noir, très sombre, il n'y a pas beaucoup de place pour les lueurs d'espoir. Alors le seul reproche que je pourrais éventuellement lui faire, c'est que vers la fin du livre, il se passe un certain événement, qui est un événement très important pour l'histoire. Ça se passe à plus ou moins 100 pages de la fin. Donc ça touche un de nos 2 protagonistes principaux. Et je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur les conséquences de ce changement de situation, ce qui est tout à fait normal. Mais on ne s'attarde pas assez, selon moi, sur les causes, sur pourquoi ce changement survient à ce moment-là. Là, si vous n'avez pas lu le livre, vous ne me suivez pas. C'est quelque chose qui m'a un petit peu gênée dans ma lecture. Sinon, j'ai vraiment trouvé que c'était un livre bien construit. Il y a quelques petites longueurs, mais on est bien immergé dans ce décor, on est bien immergé au cœur de cette nature qui n'est pas du tout accueillante, et j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour un des 2 héros. Je ne vous dis pas lequel pour ne vraiment pas vous spoiler sur ce livre. Donc merci aux éditions Calman Levy pour l'envoi parce que ça m'a vraiment permis de découvrir quelque chose que j'aurais peut-être pas découvert par moi-même. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à le lire. Ensuite, j'ai sorti une relique de ma palle parce que j'ai sorti Le Ver à soie de Robert Galbraith. Il faisait partie des livres dont je vous avais parlé en début d'année, les livres que je voulais absolument lire en 2019 parce qu'ils étaient dans ma pile à lire depuis plus de 2 ans. Je suis très contente d'avoir enfin réussi à le lire. Je l'ai lu en lecture commune avec ma maman et c'est pour ça que je l'ai sorti, c'est parce qu'elle avait envie de le lire cet été. Moi c'était pas prévu, mais au final je me suis dit allez, tu te mets un petit coup de pied aux fesses, tu te lances. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il a traîné autant de temps parce que j'ai passé un super moment. J'ai adoré me replonger dans cette ambiance, j'ai adoré retrouver la plume de J.K. Rowling, j'ai adoré l'atmosphère qu'elle met en place et l'enquête. C'est un tome 2 pour ceux qui ne seraient pas au courant. Le premier tome c'était L'Appel du coucou que j'ai lu en 2017 je pense, donc ça remonte quand même pas mal. Je me rappelais pas de tout, mais au final il n'y a pas besoin de se rappeler de chaque détail parce que c'est une enquête indépendante. Donc dans cette série de livres, on suit à chaque fois un détective privé qui s'appelle Cormoran Strike et son assistante Robin, et donc juste au fur et à mesure des tomes, on suit leur vie privée à eux, mais l'enquête est chaque fois bien différente. Après, si vous voulez vous lancer, je vous conseille très vivement de les lire dans l'ordre, sinon vous y perdrez vraiment quelque chose. Mais donc je me suis très facilement replongée dans leur vie à eux, et j'ai beaucoup aimé l'enquête qui prend place dans ce tome-ci, parce que on enquête sur un écrivain qui est très controversé parce qu'il a écrit un dernier roman qui attaque un petit peu tous les gens de sa profession et tous les gens de son milieu. Et cet écrivain a disparu de manière très mystérieuse, on ne sait
pas où il est et Cormoran Strike, à la demande de la femme de cet écrivain, va mener l'enquête et essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est très bien fait, c'est un gros pavé, il fait plus de 600 pages, presque 700 je pense. Ouais, 688 pages. Je me suis pas du tout ennuyée, en fait, j'ai adoré la construction de l'intrigue, je trouve que c'est très bien maîtrisé. J'ai vraiment passé un super bon moment, j'ai pas vu de longueur. La seule chose que je reproche dans le rythme, c'est que tout prend vraiment son temps. Moi j'aime beaucoup ça parce que du coup il y a rien qui tombe du ciel et qu'on comprend pas, tout prend vraiment son temps, sauf la résolution. La résolution, je trouve qu'elle est amenée trop rapidement, de manière trop directe, et j'aurais voulu à ce moment-là un peu plus d'explications. C'est un roman dans lequel je trouve qu'il faut quand même bien se concentrer parce qu'au final, tout est important, parce que c'est tous les petits indices un peu disséminés à droite et à gauche qui permettent à la fin de comprendre la résolution. Mais hyper bien fait. L'ambiance, Londres en automne et en hiver, j'ai trouvé que c'était très bien fait par J.K. Rowling. Également ce monde des écrivains qui est pas un monde super accueillant et pas toujours un monde très solidaire. C'est super bien dépeint par J.K. Rowling et j'ai adoré retrouver les deux personnages principaux que j'adore vraiment. Et je ne compte pas laisser passer autant de temps avant de lire le 3e tome, même si je ne l'ai pas encore dans ma palle. Ensuite, j'ai lu un autre service presse que j'avais reçu de la part des éditions Kalman Levy, c'est un point d'interrogation, est un demi-cœur de Sophia Lundberg. L'année dernière, c'était en août l'année dernière, j'avais lu le premier roman de cet auteur, qui était un petit carnet rouge et que j'avais vraiment adoré. Du coup, quand j'ai vu que Kalman Levy allait publier son 2e roman, eh ben j'étais très impatiente de le lire. Ne vous fiez pas au titre, on n'est pas dans une romance. C'est vraiment une histoire sur 2 générations avec un secret qui est caché, donc tout à fait mon style de lecture, c'est un type de lecture que j'aime beaucoup faire. Ici, on va suivre le personnage d'Eileen. Quand on commence l'histoire, on est en 2017 à New York. Eileen, elle est célèbre, elle est photographe, sa carrière est vraiment parfaite, elle a beaucoup de travail, elle gère très bien son travail, mais tout ce qui ne va pas, c'est tout le pan vie privée d'Eileen, parce qu'elle délaisse son mari, sa fille a quitté la maison, mais ça se passe vraiment pas bien avec son mari parce que elle fait tout le temps passer son boulot avant tout le reste. Et en parallèle, on suit la vie d'Eileen à la fin des années 70 en Suède, quand elle était petite, donc elle est d'origine suédoise. Donc on la suit à plus ou moins aux alentours des 10 ans. On voit son enfance qui a été loin d'être facile. Et vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure, les 2 histoires vont se recouper, qu'on va comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Et c'est très bien fait. Forcément, comme toujours dans ce type d'histoire, j'ai vraiment préféré l'histoire qui se passait dans le passé parce que je l'ai trouvée très intéressante. En fait, il y a quelque chose d'assez bizarre qui s'est passé avec ce roman. C'est que dans le passé, j'ai trouvé tous les personnages intéressants, attachants, j'ai éprouvé de l'empathie pour eux, et dans le présent, pas du tout. C'est-à-dire que dans le passé, j'ai trouvé les personnages creusés, nuancés, très intéressants, surtout le personnage de la maman. J'ai beaucoup aimé le personnage de la maman parce que, bon, c'est clairement une maman problématique, hein, mais c'est un personnage hyper complexe, et moi j'aime vraiment bien cet aspect-là. Mais dans le présent, Eileen, elle m'énervait à pas comprendre que sa famille souffre du fait qu'elle fasse toujours passer son travail en premier. Et alors, on voit la relation qu'elle a avec sa fille Alice. C'est une relation que je ne comprenais pas, je les trouvais pas très gentilles l'une envers l'autre. Elles avaient des réactions pour moi qui n'étaient pas toujours très sensées. Enfin, j'ai vraiment eu du mal avec les personnages dans le présent parce que à peu près toutes les actions qu'ils faisaient, tout ce qu'ils se disaient, je me disais bizarre, ok. Bref, mais l'histoire dans le passé est très bonne. Autre chose aussi, je trouve qu'on met un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire. Moi, il m'a fallu quand même 30 pages pour me mettre dedans. Au début, je trouvais que c'était assez lent, assez descriptif, mais une fois qu'on est dedans, on a vraiment envie de savoir. À la fin, je l'ai bouffé parce que j'avais envie de connaître ce secret, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé. Et ce qui est bien aussi, c'est que la fin ne tombe pas dans le too much. Moi, j'avais très peur d'une certaine fin.
un peu en mode happy ending et c'est pas ce qui arrive. Je vous dis pas que la fin est dramatique, enfin je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais heureusement on tombe pas dans le cliché dont j'avais peur. Et il y a également un élément de l'histoire qui m'a beaucoup touchée, j'ai eu les larmes aux yeux. Sofia Lindbergh maîtrise assez bien l'émotion sans que ce soit tire-larmes du tout. Donc j'ai passé un plutôt bon moment avec ce livre, même si pour moi il est un cran en dessous de Carnet Noir. Et ensuite j'ai lu 2 livres de la rentrée littéraire qui m'ont été envoyés en format numérique par NetGalley, donc ce sont 2 services presse également mais numériques cette fois-ci. Le premier c'est La douceur de nos champs de bataille de Yi-Yoon Lee. Je vais passer assez rapidement sur ce livre parce que je n'ai pas du tout aimé. C'est très personnel, mais vraiment je n'ai trouvé aucun intérêt à cette histoire. Je sais que c'est très dur de dire ça, mais heureusement qu'il était très court, sinon je l'aurais d'office abandonné. En gros, moi quand j'ai lu le résumé, ça m'a énormément tenté parce que c'est l'histoire d'une mère dont le fils s'est suicidé et pour survivre, pour encore créer du lien avec cet enfant disparu, elle va s'inventer des conversations avec lui. Donc tout le livre, ce n'est que ça, ce n'est qu'une succession de conversations, ce qui aurait pu énormément m'intéresser, à part que les conversations qu'ils ont, j'ai honnêtement pas compris l'intérêt. Ce sont uniquement des conversations d'ordre extrêmement intellectuel, mais c'est très pompeux, hein. C'est pas un peu un truc d'intello sympa, non, c'est hyper pompeux. C'est des discussions philosophiques, par exemple, quand la mère dit à son fils comment tu vas, il dit est-ce qu'on ne devrait pas plutôt demander qui je suis au lieu de demander comment je vais. Je me disais mais le mec il est censé avoir 17 ans, peut-être qu'il y a des gens qui ont des conversations comme ça avec leur mère, j'en sais rien. Mais en fait, je m'attendais quand même à ce qu'à un moment, on arrive au nœud de l'histoire, à savoir pourquoi il s'est suicidé, qu'est-ce qui s'est passé. Ne vous attendez pas à ça, vous n'y arrivez jamais. Donc, pour moi, c'est un peu de la complaisance, de l'autocomplaisance de la part de l'auteur au niveau intellectuel. J'ai l'impression que c'est vraiment, allez, j'ai de la culture et je l'étale comme de la confiture sur une tartine, quoi. J'ai pas aimé, donc je vais pas plus en parler, mais je me suis beaucoup ennuyée. Heureusement, le 2e livre de la rentrée littéraire que j'ai lu a été une franche réussite, parce que j'ai lu Joli monstre de Julien Dufresne Lamy. Je l'ai terminé à peine hier, mais j'avais déjà envie de vous en parler parce que c'est un livre que j'ai adoré. Dans ce livre-ci, on va suivre le personnage de James. On est dans les années 80, d'abord à Atlanta, puis à New York. Et James, depuis très longtemps, il sait qu'il est différent des autres dans le sens où il a envie de devenir drag queen. Vous vous doutez bien que c'est pas une voie hyper simple à emprunter à cette époque-là, toujours pas aujourd'hui, mais à cette époque-là c'est encore pire. Et donc il décide le soir de se produire dans des cabarets, dans des cafés et autres sous le nom de Lady Prudence. Et on suit toutes ces années d'apprentissage de ce métier et les rencontres qu'il peut faire, leur vie quotidienne, la vie quotidienne des drag queens à New York à ce moment-là. Et en parallèle, on va suivre un autre personnage qui s'appelle Victor et qui a 23 ans. C'est un délinquant, il fait partie de gangs, lui il vient de Los Angeles, donc il a fait partie de plusieurs gangs qui ont fait des casses et autres, il a déjà connu la prison, il a une vie hyper compliquée. Et donc ces deux histoires vont se rejoindre. J'ai adoré. Déjà, il faut savoir que depuis, je vous l'avais dit dans mon dernier vlog, mais depuis quelques temps, je suis assez fan de l'émission RuPaul qui est sur Netflix, qui est donc une compétition de drag queen. Parce que, franchement, il y a quelques semaines, vous m'auriez demandé c'est quoi pour toi une drag queen? J'aurais répondu un homme qui se travestit en femme. Mais en fait, depuis que je regarde cette émission, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Et le livre vient encore appuyer ça. En fait, ce sont de véritables artistes parce que elles dansent, elles chantent, elles font de la couture, elles font du mannequinat, elles jouent la comédie. Enfin, c'est vraiment des artistes complètes. Elles font un travail colossal. En plus, elles se maquillent super bien, comme des pros en général. Enfin bref, elles savent faire plein de choses. Mais souvent, elles sont reléguées au rang de clowns ou de monstres, comme elles sont parfois appelées. Donc le roman de Julien Dufresne Lamy venait vraiment appuyer tout ce que je pensais déjà des drag queens en regardant cette émission, mais de manière encore plus poussée, de manière beaucoup plus profonde, parce que on voit les très bons côtés de ce milieu, c'est-à-dire une entraide à toute épreuve, beaucoup de solidarité, beaucoup de tolérance, c'est vraiment ça qui ressort.
mais en même temps, il y a beaucoup de moments très difficiles, vous vous en doutez, ne serait-ce que, enfin c'est énorme, le regard des gens extérieurs, parce que les gens extérieurs peuvent vraiment avoir des pensées, des paroles, des actes absolument horribles envers ces personnes, simplement du fait qu'elles sont différentes, et aussi parce que c'est l'époque de Lady Prudence, où le sida va faire son apparition. Et en fait, tout le long de ma lecture, j'ai pris ce livre plutôt comme un documentaire que j'ai trouvé passionnant. Ça m'a donné envie de découvrir plein de choses sur cet univers. Ça m'a donné envie de regarder des séries, des reportages sur ce monde. Et j'étais tout le temps avec mon téléphone à regarder si les infos étaient vraies. Et en fait, quasiment toutes les personnes citées dans le livre, à part les deux héros, je pense, sont des personnes qui existent vraiment. Donc je me dis, ah non, je vais pas me spoiler l'histoire, je veux pas savoir ce qui arrive à ces personnes, mais j'ai appris plein de trucs sur des gens connus, des gens que je ne connaissais pas moi, mais j'ai trouvé ça génial. En plus, j'ai adoré la plume de Julien Dufresne, l'ami, parce que on alterne entre le je et le tu. Donc quand un personnage s'exprime, c'est je, quand on parle de l'autre, c'est le tu. Et en fait, c'est deux points de vue extrêmement complémentaires, extrêmement intéressants. Donc j'ai trouvé que c'était super bien fait. En plus, c'est une plume bien travaillée, mais tout en restant hyper fluide, tout en restant très agréable à lire. Et je sais pas quoi vous dire de plus, je pense que j'oublie plein de choses que je voulais vous dire. Si ce milieu vous interpelle un tout petit peu, même si vous n'y connaissez rien du tout, parce que franchement, tout est très très bien expliqué, donc même si vous n'avez jamais rien vu, rien lu, rien entendu sur les drag queens, justement ça peut être une excellente entrée en matière parce que elles sont tellement loin de l'idée que la société peut en avoir en général. C'est tellement plus que ça en fait que moi je trouve que c'est important qu'on rende justice à ces artistes tout simplement. Et le livre de Julien Dufresne l'ami est vraiment fascinant. Et le fait à merveille selon moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu l'un des livres dont j'ai parlé, si vous partagez mon avis ou pas. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!